J'ai dit à mes équipes, on va montrer aux Français qu'on est là, on va innover en homéopathie et on va innover hors homéopathie. 99% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. J'étais la première personne à ne pas être de la famille Boiron et à diriger cette entreprise. Moi, clairement, je sais pourquoi je me lève le matin et c'est ce que je communique à mes salariés. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique du monde de la santé et du bien-être, Valérie Lorenz-Poinzeau, directrice générale des laboratoires Boiron, le numéro 1 mondial des médicaments homéopathiques. Dirigeante visionnaire, Valérie a su mener l'entreprise à travers des périodes de transformation majeures, tout en défendant avec passion les principes et l'efficacité de l'homéopathie face à des défis sans précédent. Son parcours, marqué par un engagement sans faille pour l'innovation dans le monde de la santé naturelle, a été jalonné par des combats notables, notamment contre le déremboursement des médicaments homéopathiques en France. Mais loin de se laisser décourager, Valérie a utilisé ces défis comme des tremplins pour renforcer la mission et la vision de laboratoire Boiron, affirmant plus que jamais l'importance de l'homéopathie dans l'arsenal thérapeutique mondial. Auteure inspirante, Valérie a partagé sa vision et ses convictions à travers plusieurs ouvrages, dont Wonder Woman, Dites oui à vos pouvoirs, un appel à l'action pour les femmes désirant s'épanouir professionnellement tout en restant fidèles à leurs valeurs. Par ses écrits, elle incite à l'audace, à l'innovation, à la persévérance, des qualités qu'elle incarne pleinement dans son rôle à la tête de Boiron. Je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Dans ce podcast, on cherche à décrypter le parcours des dirigeants. Et donc, on va parler de toi, ce qui t'a amené dans cette entreprise, ta vision pour l'entreprise. Et puis, je voudrais qu'on partage aussi ta vision sur les grands sujets de société, quelle est ta lecture de l'environnement des entreprises aujourd'hui, puis si tu peux nous partager une leçon de CEO, c'est ce qu'on essaie de chercher dans ce podcast, que les gens qui nous écoutent aient un moment d'inspiration et puissent en tirer une leçon. Voilà le programme pour aujourd'hui, si tu es d'accord. Mais pour commencer, est-ce que tu peux tout d'abord nous parler de tes origines, d'où tu viens, t'es née où Valérie ? Moi, je suis née en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, et j'ai fait mes études à Dijon. Et puis, très très vite, je me suis passionnée pour la publicité. Et donc, j'ai fait des études à l'IAE, de marketing et de finance. Mes parents y tenaient, parce que c'est vrai que moi, je voulais tout de suite m'envoler dans une grande agence de publicité le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit, un peu temporisé. D'où elle venait, cette passion ? En fait, depuis toute petite, je collectionnais les publicités de parfums. Et j'étais passionnée par la créativité, l'esthétisme de ces publicités, et puis par la communication. Les slogans publicitaires, j'adore écrire aussi. En fait, quand je pensais à la publicité, j'avais des étoiles dans les yeux, et j'avais envie de côtoyer des publicitaires et de participer à l'élaboration de publicités. Je vois déjà un certain fil rouge dans ton parcours. Alors, tu rentres donc dans une grande agence. Eh bien oui, quand j'ai terminé mes études, à peine j'avais mon diplôme, je me souviens encore, c'était en juin 91. J'ai tout de suite enchaîné avec un stage chez Publicis et puis cherché du travail. Et j'avais 2 possibilités, entrer chez Saatchi ou chez Publicis. Et puis finalement, j'ai choisi Publicis. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Alors je suis restée 2 ans, parce qu'après 2 ans seulement, j'ai été embauchée par un de mes clients, qui était le laboratoire Fournier. J'ai adoré cette période parce que je trouve que dans les agences, ça fourmille. On travaille beaucoup, mais en même temps, je trouve ça riche et ça m'a appris beaucoup sur le travail d'équipe, sur le hors-travail, parce qu'on était une équipe, on faisait beaucoup de choses le soir, beaucoup de sport ensemble et j'aime bien cette ambiance de lien avec les personnes avec lesquelles je travaille. Donc tu fais partie de tous ceux, ça m'évoque une situation que je connais, des gens qui partent chez leurs clients, quoi, finalement. Tu te fais débaucher par un client. Je suis partie chez l'annonceur, comme on dit. Tu peux nous expliquer donc le parcours entre ce moment où tu vas dans l'entreprise et Laboratoire Boiron ?
Alors, après Publicis, donc j'ai été embauchée par le laboratoire Fournier et c'était intéressant parce que, ils m'ont tout de suite dit, ben, entre guillemets, «ma petite, avant d'avoir un beau poste, en marketing, chez nous, il faut absolument que tu fasses du terrain, c'est obligatoire». Donc au début, je me dis: «Oh là là, faire du terrain, être visiteuse médicale, ça me plaisait pas trop». Et puis, j'ai dit oui. Et en fait, c'était une chance de pouvoir faire ces presque 2 années de terrain en tant que visiteuse médicale. Je m'en sers encore aujourd'hui. Donc j'ai fait ça, puis ensuite, au bout de 2 ans, j'ai rejoint les équipes marketing, communication de Fournier. Je me suis occupée d'un médicament, pour l'estomac, un anti-H2 et ensuite j'ai rejoint le laboratoire Urgo. Tout naturellement puisque ça faisait partie du même groupe et ça m'a amenée à faire de la publicité grand public, qui étaient mes premières amours. Et puis ensuite, pour des raisons, tout à fait personnelles, j'ai rejoint mon mari à Lyon. J'ai postulé chez Boiron et puis c'est s'avérait qu'il cherchait quelqu'un juste à ce moment-là qui avait mon profil, qui connaissait la communication, médicale, la communication grand public et qui avait fait du terrain avec la visite médicale. Donc j'étais vraiment, comme ils m'ont dit, le mouton à 5 pattes qu'ils cherchaient et c'est tout naturellement, que je suis entrée dans cette entreprise avec aussi une expérience personnelle avec l'homéopathie quand j'étais petite et puis avec mes enfants. À l'époque, j'avais 2 enfants, j'en ai 3 aujourd'hui et mes enfants, comme beaucoup, étaient malades. Toutes les semaines, je devais voir le médecin, donc le médecin m'avait dit: «Ça serait bien que tu ailles consulter un homéopathe parce qu'on peut pas leur donner tout le temps des antibiotiques, hein, c'est pas automatique comme on le sait». Et donc j'étais heureuse à l'époque de pouvoir rejoindre, ce laboratoire. Est-ce que tu peux du coup nous dire, qu'est-ce que fait la société aujourd'hui et ce qu'elle est? Alors c'est un laboratoire, où nous sommes, 2000, plus de 2 500, 2 500 personnes, qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans 50 pays et comme tu l'as dit, c'est le leader mondial des médicaments homéopathiques. Le laboratoire est très connu à l'international pour sa qualité pharmaceutique, bien sûr très connu en France aussi, mais c'est vrai que c'est une référence, Boiron, en termes de qualité, de réglementation aussi. On a contribué à beaucoup de réglementation. On a un laboratoire qui a des machines uniques à Lyon. On fabrique tout en France. C'est une grande fierté pour moi de diriger ce laboratoire parce que c'est des médicaments qui sont très utiles à la santé publique, en particulier pour les enfants, pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui sont atteintes de maladies graves comme le cancer et qui doivent supporter des traitements lourds. Et l'homéopathie s'inscrit pleinement dans les soins de support en oncologie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre le moment où tu rentres donc en marketing chez Boiron, aujourd'hui tu en es la dirigeante, je crois que tu es la première, à ne pas être, de la famille. Comment ça s'est passé et cette évolution, elle peut comme ça quand on la lit, sur un CV, on peut se dire: «Tiens, c'est quand même à la fois rapide et à la fois étonnant dans un groupe familial qu'on ait une dirigeante qui soit pas de la famille». Donc qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi et comment s'est passée ton évolution? Alors en fait, mon arrivée chez Boiron a été assez, j'allais dire finalement avec le recul assez unique parce que quand je suis entrée dans l'entreprise, moi qui suis très attachée au pourquoi et au sens, les 1res semaines, les premiers mois, j'ai été un peu interpellée par le projet de l'entreprise, écrit par monsieur Christian Boiron qui était que chaque médecin dans le monde puisse inscrire l'homéopathie dans sa pratique quotidienne et la réalité de l'entreprise. Ou dans la réalité du quotidien de l'entreprise, on s'intéressait plutôt aux pharmaciens et non pas aux médecins. Et au bout de 3 mois exactement, à la fin de ma période d'essai, je me suis dit: «Mais moi, je veux aller voir le dirigeant parce que je ne sais pas si je vais rester». Et souvent, on parle de malentendu. On me dit: «Bah, sur un malentendu, je suis restée». Moi, c'est sur un bien entendu que je suis restée, puisqu'en fait, je suis allée voir Christian Boiron. Je voulais voir qui était le dirigeant. Pour moi, c'était important, le dirigeant de l'entreprise. Ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Le dirigeant des entreprises, pour moi, c'est la clé. C'est eux qui donnent le «là» sur l'entreprise. Et donc, je lui ai dit, «Bah, écoutez, moi, je viens vous voir pour savoir si je vais rester dans l'entreprise parce que je m'interroge et je vous interpelle parce que je trouve que votre entreprise, elle est montée à l'envers». Donc je lui ai dit comme ça. C'était assez Culotté quand culotté, même, ouais. mais en fait, moi, je me suis dit: «Bon, si il faut que je reste pour amener quelque chose. Si je n'amène rien et je ne suis pas alignée avec ce que souhaite l'entreprise, autant ne pas rester». Monsieur Boiron, m'a convaincue de rester en me disant: «Mais finalement, Valérie, cette rencontre, c'est la rencontre entre 2 connaissances et 2 ignorances. 2 connaissances parce que vous connaissez le monde de l'entreprise, pharmaceutique. Moi, je la connais pas. Par contre, je connais bien mon entreprise, je connais bien l'homéopathie, ce que vous ne connaissez pas.
Et voilà, donc il y avait ces 2 connaissances Mmh. et ces 2 ignorances et il m'a dit: «Moi, j'aimerais que vous restiez pour que vous continuiez à nous accompagner» et puis, il s'est avéré que quelques mois plus tard, il est venu au séminaire. Donc il s'est vraiment, intéressé, à différents sujets médicaux de l'entreprise et puis il y a eu des départs, dans l'entreprise qui étaient inattendus, hein. Le directeur général adjoint, qui était le bras droit de Christian Boiron, est décédé, de manière brutale un dimanche. D'autres personnes sont parties, une personne à la retraite, une personne a rejoint sa conjointe, dans l'ouest de la France. Ce qui fait que monsieur Boiron s'est retrouvé, avec 3 départs, à la fois attendus ou inattendus et il s'est dit: «Bah, sur qui je peux m'appuyer pour le développement pharmaceutique, pour le développement médical?» Et bien moi j'étais là et donc j'ai fait partie, on va dire, des personnes et des personnalités qui l'ont aidé à ce moment-là à développer l'entreprise. Et donc il m'a demandé très vite de m'occuper du développement médical de l'entreprise et il a bien vu que ce que je lui avais dit dans le premier entretien, bah, s'avérait juste et qu'il pouvait, compter sur moi, et ma motivation et ma connaissance du médical pour développer l'entreprise. Et puis petit à petit, bien, on a appris à se connaître. J'ai appris à connaître l'entreprise et puis il a fait venir son frère Thierry Boiron, à la direction, générale de l'entreprise et à ce moment-là, il a dit: «Ce serait bien que tu rejoignes, la direction générale en tant que femme». Déjà, il y avait pas de femme à la direction générale et puis avec ton caractère, que tu puisses accompagner mon frère Thierry pendant son mandat. Et c'est ce que j'ai fait. Donc Christian Boiron a pris du recul, il est parti en Italie. Thierry Boiron est arrivé, il venait des États-Unis et pendant 7 ans, j'ai travaillé aux côtés de Thierry Boiron. Donc là, j'étais directrice générale adjointe et au bout de 7 ans, bien, ils ont décidé d'inverser leur rôle. Thierry Boiron est revenu, président, monsieur Christian Boiron est devenu à nouveau directeur général et là, il m'a demandé d'être directrice générale déléguée et finalement d'embrasser un poste beaucoup plus large avec l'international, avec, c'est là où j'ai repris aussi la finance et donc je l'ai accompagné depuis 2011 en tant que directrice générale déléguée. Donc avec un mandat social et voilà, en tant que bras droit et numéro 2 de Christian Boiron. Et puis c'est comme ça qu'en 2018, il m'a appelé pendant mes vacances, je me souviens au mois d'août 2018, en me disant: «Bah Valérie, maintenant tu es prête, moi je suis prêt aussi à prendre ma retraite». Il avait à l'époque 73 ans et donc faut que tu prennes la suite. Et c'est comme ça qu'en 2019, janvier 2019, j'ai pris la suite de Christian. Et comme tu l'as dit, donc j'étais la première personne, à ne pas être de la famille, de Boiron et à diriger cette entreprise. Tu étais ambitieuse, tu te qualifies d'ambitieuse? Pas du tout. On m'a souvent parlé de cette histoire de l'ambition et je pense qu'il en faut. Mais moi, ma vision de l'ambition, c'est de l'ambition au service d'un projet. Moi, ce qui m'anime, c'est le projet. Je suis une femme passionnée. Je te l'ai dit, je me suis passionnée pour la publicité. Après, je me suis beaucoup passionnée pour le vin, l'œnologie. Mon ex-mari est vinificateur et avait une maison de vin. J'ai été passionnée par ça et je me suis passionnée pour l'homéopathie. Et moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider les patients, hein, et d'aider les autres. Pour moi, l'ambition, elle doit être au service d'un projet. Puis moi, mon projet, c'est un projet de santé publique. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait des papas, des mamans, des enfants, des hommes et des femmes qui arrêtent de souffrir et qui, parfois, ne connaissent pas nos médicaments. S'ils les connaissaient, eh bien, ils auraient la vie plus facile. Sur ce sujet de l'homéopathie, j'allais dire le combat de l'entreprise, je l'ai évoqué dans l'introduction, une entreprise qui est quand même passée par une phase de tourmente il y a finalement pas longtemps, qui est repartie, qui s'est redressée, qui s'est diversifiée, mais tu dis ta passion, ton combat pour l'homéopathie, en quoi c'est un enjeu en fait? Pour moi, c'est un enjeu, fort, l'homéopathie, en France et à travers le monde parce que, plus que jamais, les patients du monde entier veulent se soigner avec efficacité et aussi avec sécurité. Et l'homéopathie, quand elle est bien utilisée, c'est thérapeutique, elle allie les 2, l'efficacité et la sécurité. Et on a besoin de tout pour se soigner. Je te prenais tout à l'heure l'exemple des soins de support. Toi et moi, on peut être demain, ou nos enfants, nos parents atteints d'une maladie grave. On va devoir subir une chirurgie, peut-être prendre de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des traitements lourds. Il faudra le faire, il faudra le prendre. Mais en plus, ce qui est intéressant avec l'homéopathie, c'est que ça va être un soin qui va être complémentaire. Et donc, si tu vis bien ta chirurgie, tu vis bien ta chimiothérapie parce que tu as pas d'effet secondaire, ta radiothérapie parce que tu as pas de brûlure,
tu vas mieux te remettre de ce choc de vie, de choc de santé que tu vas avoir. Il faut être un allié de la santé et il faut pouvoir bénéficier de tous les traitements. C'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas opposer la chirurgie, l'allopathie avec l'homéopathie. Il faut dire que ensemble, on peut permettre aux gens d'améliorer leur santé. Et puis dans certains types de traitements, il y a rien. Par exemple, pour les femmes enceintes, elles peuvent rien prendre. C'est dommage, elles ont des troubles du sommeil, des troubles des fois du transit, elles peuvent avoir un rhume, eh bien elles peuvent pas prendre certains traitements. L'homéopathie, elles peuvent. Et donc si on peut soulager des maux de la grossesse ou des maux pendant la grossesse, tant mieux. Et c'est là où je trouve que c'est important de porter hautes les couleurs de ce que peut amener l'homéopathie, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des professionnels de santé qui ne connaissent pas, et c'est dommage, on se prive d'un traitement qui peut aider dans beaucoup de cas. C'est très convaincant. Très convaincant. Merci. Alors, on le disait, ces médicaments étaient remboursés par la sécurité sociale. Une ministre prend la décision de dérembourser tous ces produits, avec un impact sur la société qui a été très important. Tu peux nous décrire un peu la situation, d'avoir ta vision sur ce moment et de se dire finalement, quand tu es sur une entreprise qui vend ces médicaments, on imagine baisse de chiffre d'affaires, tourmente, etc. Comment tu le vis quand ça arrive, ça ? Alors déjà dire que ça peut arriver à tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça, on en reparlera, que je me suis impliquée dans le club des ETI. On a vraiment souffert en tant qu'entreprise française, leader dans son domaine, hein. C'est une fierté d'être un leader français. On a une entreprise unique. Pour moi, le gouvernement français devrait être fier d'avoir ce leader français, comme il a d'autres leaders qu'il faut qu'il chouchoute, on va dire. Donc nous, c'était tout l'inverse. On a été complètement fracassés, on va dire, par cette ministre de la Santé, faut le dire, qui a décidé de nous dérembourser. On s'est battu contre vents et marées parce que au-delà de nous et de notre entreprise, ce sont les patients qu'on a défendus. Hein, on était en plein, en plus, dans le moment où on parlait du pouvoir d'achat, et même si l'homéopathie n'est pas chère, il y a des patients qui ne peuvent plus se payer des traitements chroniques pour traiter des maux qu'ils ont avec l'homéopathie. Les patients français ont été vraiment atterrés de cette décision unilatérale, sans écoute, de dérembourser l'homéopathie. C'est bien dommage pour les Français, c'est bien dommage pour la France. Quand la décision est prise, il faut accepter la décision, on peut pas revenir en arrière, et on verra peut-être dans d'autres années avec d'autres gouvernements, peut-être c'est un retour en arrière là-dessus, mais en tout cas, la décision étant prise, il fallait sauver l'entreprise. Parce que il faut savoir que notre entreprise était constituée d'un chiffre d'affaires à 60% français, avec 98% de médicaments homéopathiques. Donc, quand on a un déremboursement, on a des études qui montrent qu'on a une baisse de chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 60%. Donc nous, c'était notre cas en France, ça a été une baisse de 20%, puis 40%. On faisait 617 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a fait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai dû prendre les choses en main de manière très rapide. On a dû faire un plan de sauvegarde de l'emploi de 512 personnes. On a fermé 13 sites. Et pour te dire, en plus, c'était dans la période Covid. J'ai annoncé le PSE le 11 mars 2020 et le 17 mars, souviens-toi, on était confinés. Donc j'ai dû en plus faire un plan social pendant une période de confinement. Donc c'était très douloureux déjà pour les actionnaires familiaux, pour la famille Boiron, c'était très dur. Ils n'avaient jamais licencié comme ça depuis 90 ans. Là, c'était obligatoire de faire ce genre de décision et donc il a fallu le faire. Donc j'ai accompagné du mieux possible les salariés qui partaient et beaucoup accompagné des salariés qui restaient. Parce que pour eux, c'était aussi difficile d'essuyer ce plan social parce que tout le monde était en colère. Personne comprenait pourquoi on nous avait fait ça pour un leader mondial. Donc ça, on l'a fait. Et puis, dans le même temps, il fallait sauver l'entreprise en innovant, ne pas se plaindre. Parce que il faut savoir rebondir dans des moments comme ceux-ci. Et donc, c'est ce que j'ai organisé. Et je dis souvent, j'ai dû freiner et accélérer en même temps. Freiner les dépenses, fermer des sites, se séparer de collaborateurs qui étaient là des fois depuis 30 ans dans l'entreprise, et en même temps dire à ceux qui restent, on y va, on va innover dans tous les domaines.
Et alors sur quel domaine justement? Parce qu'on se dit tu perds une part significative de ton chiffre d'affaires. C'était quoi l'issue en fait? Alors quand je dis innover dans les domaines, ce qui est très important pour un leader, c'était d'innover déjà dans son domaine. Donc j'ai dit à mes équipes, on va montrer aux Français qu'on est là, on va innover en homéopathie et on va innover hors homéopathie. Innover en homéopathie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire trouver des nouveaux produits nous permettant d'aider les Français à continuer à prendre de l'homéopathie. Par exemple, tu vois les petits tubes d'arnica? Mmh. Bon, on s'est dit on va les vendre par 3, ce qui va permettre de réduire le coût. Parce que tubes d'arnica, on en consomme, beaucoup quand on est consommateur, d'homéopathie. Donc sur les grands produits d'homéopathie en tube, on a décidé de faire des packs qu'on appelait les homéopacks pour réduire le coût et les rendre visibles dans l'officine. Ensuite, on a dit on va innover sur de nouvelles spécialités en homéopathie. Parce que l'homéopathie peut traiter plein de maux pour lesquels l'allopathie ne peut pas toujours répondre. Je te prends l'exemple de la varicelle. Quand ton enfant a la varicelle, on te dit faut désinfecter, voilà, et ça va passer. Il faut traiter les boutons et pour pas que les patients se grattent. Mais il y a rien pour vraiment empêcher les enfants de se gratter, empêcher la surinfection, etc. Donc nous on a décidé de sortir un produit qui s'appelle Varesol qu'on va avaler et qui va permettre de faciliter la cicatrisation et d'empêcher la surinfection et d'empêcher que l'enfant se gratte. Donc on a obtenu 7 AMM, autorisation de mise sur le marché, en 1 an et demi avec l'Agence française du médicament. Donc ça, c'était bien pour les patients français et c'était bien aussi pour l'image d'un leader. Donc on a innové en homéopathie. Et dans le même temps, on a innové dans plusieurs domaines. On a innové dans le domaine des compléments alimentaires. Là, en se faisant accompagner avec des partenaires, puisque pour aller vite, il fallait trouver des partenaires. Donc, on a lancé des probiotiques, par exemple, qui s'appellent Osmobiotiques. On a lancé des compléments alimentaires dans le sommeil, dans les troubles du sommeil, par exemple, avec des formules originales. Et puis, le Covid est arrivé. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. On est une entreprise de santé publique, il faut aider le gouvernement dans cette période compliquée. En 48 heures, on a décidé de faire des solutions hydroalcooliques. Mmh. On a aidé des établissements français du sang qui en avaient énormément besoin. Donc, notre pharmacien responsable a remis ciel et terre et en 1 semaine, on a livré les établissements français du sang. Et puis, dans le même temps, je me suis dit, tiens, il faut s'entraider dans cette période. Je vais appeler les laboratoires français qui font des tests Covid. Donc, je les ai appelés tous les 2 et je leur ai dit, écoutez, nous, on a du personnel, des locaux, des outils de fabrication, de distribution. Est-ce que je peux vous aider? Donc, ils ont été étonnés. Ils se sont dit, c'est sympa de nous appeler, on va réfléchir. Donc, il y en a un qui m'a rappelé 2 mois plus tard en disant, votre aide tient toujours parce que nous, on s'en sort pas, on est une start-up, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit, Banco vous aide. Donc, on les a aidés à assembler des tests. Dans l'entreprise, on l'avait jamais fait. Mmh. Donc, là aussi, en un week-end, on a fait appel aux salariés de l'entreprise. On leur a dit tous dans cette salle, dans une partie du laboratoire, on a aménagé pour assembler les tests. Et là, je les ai appelés les réservistes. Et on a dit, allez, il nous faut des réservistes de tous les domaines. Donc, des gens du marketing, de la communication, des autres pans de production de l'entreprise sont venus. On était 40 pour assembler des tests le plus vite possible. Et en 4 mois, on est devenu le leader français de la vente d'autotests en pharmacie. Tu vois, c'est pour te dire que on s'est vraiment bougé pour répondre à la fois à ces enjeux de santé publique et puis en même temps, ça aidait l'entreprise parce que les salariés ont vu qu'on était résilients, que on pouvait faire d'autres choses et puis que surtout on était bien accueillis par les officines. Parce que comme nous on livre tous les jours les officines et qu'on est en lien quotidien avec les pharmaciens, la qualité du service Boiron, là pour le coup, elle a été fortement utilisée. Quand on disait on peut vous livrer, c'était bien vrai. On pouvait leur livrer des tests tout de suite parce qu'ils étaient à côté de chez eux. Donc, on a rendu ce service-là. Et puis, dernier point, il y a 3 ans, l'Agence française du médicament a dit on veut lancer une expérimentation dans le cannabis thérapeutique.
Et moi, ça faisait 2-3 ans que je m'intéressais au cannabis parce qu'on est une entreprise mondiale, hein, on est présent dans 50 pays et dans d'autres pays, il y a déjà du cannabis thérapeutique. Donc moi, je connaissais cette plante et je connaissais ces traitements. Et il faut savoir qu'en France, jusqu'en 1979, il y avait du cannabis qui était possible en France et nous, on l'avait dans notre nomenclature. Donc j'ai ressorti des cartons tous les dossiers qu'on avait sur le cannabis à l'époque et on a dit banco, là aussi, on va aller voir l'Agence du médicament, on va proposer notre candidature et on va dire que nous, on veut être partie prenante de cette étude. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a été partie prenante avec un autre laboratoire, puisqu'on n'avait pas, il y a 3 ans, le droit en tant que laboratoire français. Ça, vous savez peut-être pas, mais on n'avait pas, je parle aux auditeurs, ils savent pas, mais on n'avait pas le droit il n'y avait pas de filière française. Donc, on a dû s'associer avec des laboratoires étrangers pour fournir cette plante dans le cadre de l'expérimentation. Et nous, eh bien, on s'engageait à délivrer aux patients d'expérimentation en toute sécurité ce médicament à base de cannabis. Donc un virage quand même très important pour l'entreprise. Et qui a permis finalement de redresser significativement l'entreprise et de la remettre sur les rails. Oui, alors à court terme, ça a permis de retourner effectivement la vapeur et de repartir en positif. Là, je te cache pas qu'on est sorti un peu d'une ornière, mais on n'est pas complètement sorti d'affaire, hein, parce que maintenant, il faut que toutes ces adjacences, elles se développent, parce qu'on n'a pas encore récupéré tout ce qu'on a perdu du fait de l'arrêt du remboursement en France. Pour ceux qui nous écoutent, l'homéopathie et l'intérêt de l'homéopathie. Alors tu vois, en plus, pour moi qui suis quelqu'un qui ne prend jamais de médicaments, c'est pas ma culture de me dire tiens, je vais aller rajouter du soin homéopathique, mais pourquoi est-ce que les gens doivent prendre de l'homéopathie? Quel est l'intérêt de l'homéopathie? Est-ce que les médecins prescrivent réellement de l'homéopathie? Alors, il faut savoir qu'il y a 79% des Français qui, au cours de leur vie, ont pris de l'homéopathie. Donc moi, j'en fais partie, toi, tu n'en fais pas partie, mais j'ai pris de peut-être sans doute aussi, de l'arnica, ou voilà. Ouais. Mais tu vois, quand tu es petit, des fois, tu as des verrues, tu as des problèmes de peau, tu as des problèmes d'atopie, de rhume à répétition. Donc, l'homéopathie, ça permet de traiter en aigu, quand tu as un problème, ou en traitement de fond, pour éviter les récidives. Pourquoi je me battons pour ça, c'est qu'il y a aussi 7 Français sur 10 qui disent qu'ils aimeraient bien prendre de l'homéopathie à l'avenir. Ça veut dire qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils se disent, il y a des traitements qui nous conviennent pas forcément et on aimerait bien mieux pouvoir utiliser l'homéopathie. Pour ça, il faut qu'il y ait des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes qui connaissent l'homéopathie. Hein, je crois qu'il y a une sage-femme sur 2 qui est formée à l'homéopathie, 3-4 000 homéopathes en France. Il y a des médecins généralistes qui connaissent aussi l'homéopathie sans être forcément des homéopathes. Il y a des spécialistes, des gynécologues qui connaissent l'homéopathie. Il y a des oncologues qui sont intéressés à l'homéopathie, non pas pour traiter le cancer, mais pour accompagner les patients cancéreux dans leur traitement de soins de support. Voilà. Après, il faut savoir qu'on a déposé beaucoup d'études et on est un des rares laboratoires à avoir mené une enquête d'envergure et une étude médico-économique qui montre que l'homéopathie peut accompagner dans les troubles anxieux, dans les douleurs musculo-squelettiques et dans les affections des voies aériennes supérieures. On a fait la plus grande étude de vie réelle qui existe, qui a été reconnue par notamment l'experte mondiale de ce type d'études et la ministre l'a balayé d'un revers de main. Voilà, c'est fait, c'est comme ça. C'est dommage, encore une fois, pour la France. C'est dommage pour les Français, c'est dommage pour la santé publique. C'est pour ça que nous, on tient à continuer à porter haute les couleurs de l'homéopathie, parce qu'on pense que ça rend service à la population française et à d'autres pays. Au Brésil, ce n'est pas un sujet. Les homéopathes sont des spécialistes et il n'y a aucun sujet de remise en cause de l'homéopathie. En Colombie, c'est pareil. Voilà, il y a d'autres pays dans le monde où il y a beaucoup plus d'ouverture. Et il y a donc des médecins français qui sont médecins, je le rappelle, et qui sont donc professionnels de santé, qui vont te prescrire un antibiotique si tu en as besoin, mais qui vont, dans d'autres cas, te donner un traitement homéopathique. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut travailler main dans la main. Tu as porté ce combat à la fois pour l'entreprise, mais tu le dis et tu le répètes, c'est un sujet pour les Français. Tu l'as développé, en fait, ça, en arrivant chez Boiron. Est-ce que c'était recherché et finalement un enjeu business? Et on voit bien l'enjeu business pour Boiron, mais tu disais, tu as parlé de ta passion, tu as parlé du projet.
Quand est-ce que tu t'es révélé cette volonté de porter ce combat sur la Sur santé des la Français, tout santé. simplement? En fait, je pense que c'est lié à mon histoire personnelle. Déjà, moi, toute petite, j'ai eu des difficultés de santé et c'est vrai qu'à une période de ma vie, j'ai été accompagnée par un homéopathe et ça a été très, très positif pour moi. Donc forcément, je m'en suis pas souvenue quand j'ai postulé chez Boiron. Maintenant, après, ça m'est revenu. Je me suis dit: «Mais c'est vrai que toi-même, tu as été confrontée à ce problème-là». Quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai été, enceinte, je me souviens que j'ai eu un problème d'effet secondaire d'un traitement et justement, bah, maintenant, ça m'est revenu après. Je me suis dit: «Bah, si tu avais connu l'homéopathie, tu aurais pas eu cet effet secondaire qui aurait pu mal se terminer». Donc tu vois, déjà dans mon histoire personnelle, il y avait cet intérêt pour la santé et pour la santé sûre. Et ensuite, quand je suis entrée dans l'entreprise, j'ai très vite demandé à me former. Quand j'étais chez Fournier et chez Urgo, on avait eu des très bonnes formations médicales. J'ai été visiteuse médicale, donc je sais ce que c'est, d'autres traitements. Et pour moi, c'était important de bien connaître l'homéopathie parce que moi aussi, je pouvais me dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment c'est fabriqué? Est-ce que je suis sûre, de que ça aide réellement, les patients?» Donc je me suis vraiment formée à l'homéopathie et je me forme encore, hein, comme je te dis. Dès que je peux, assister à des conférences, je le fais. Chaque jour qui passe, je me dis: «Mais c'est incroyable ce médicament et c'est dommage qu'il y ait pas plus d'intérêt encore, en termes de santé publique porté sur ce médicament». Tu vois? Je pense que quand tu côtoies des médecins, quand tu côtoies des scientifiques, hein, qui travaillent là-dessus, tu te dis: «Faut pas passer à côté de ça». Donc c'est ça qui me motive au quotidien, moi. Puis quand je vois des amis qui m'appellent pour me dire: «Merci de m'avoir fait rencontrer cet homéopathe», bah, c'est ce qui me motive. Moi, je suis quelqu'un, qui est là pour aider les autres, hein. Je suis là en tant que leader pour aider mes collaborateurs et si je me dis: «Si je peux aider des patients, bah, tant mieux». C'est le rôle du dirigeant, ça, pour toi? Comment tu qualifierais le rôle du dirigeant? Pour moi, le rôle du dirigeant, c'est de donner du sens à ce qu'on fait, au quotidien dans l'entreprise. Pour moi, c'est important que les salariés savent pourquoi ils viennent, ils se lèvent le matin. Pourquoi, vous tournez la clé quand alors maintenant, pourquoi vous prenez le guidon? Parce qu'il y en a beaucoup qui Mmh. viennent à vélo, hein, maintenant ou dans les transports en commun. Mais voilà, pourquoi on se lève le matin pour aller dans cette entreprise? Moi, clairement, je sais pourquoi, je me lève le matin et c'est ce que je communique à mes salariés. Pour moi, c'est le plus important d'avoir la flamme et de porter hautes les couleurs de cette flamme de l'entreprise, hein. On va dire la flamme olympique, nous, on a notre flamme olympique à nous. Et deuxièmement, pour moi, mon rôle, c'est d'être à la disposition, de mes collaborateurs. Pour le coup, c'est vraiment Christian Boiron qui m'a appris ça. Je le remercierai jamais assez. Il me disait toujours: «Moi, je suis à ton service. Comment je peux t'aider?» Il m'a énormément aidé, Christian Boiron, à être à ce poste, bien sûr, mais aussi à être la dirigeante que je suis. Il m'a beaucoup challengée et il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup rendu service et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire avec mes collaborateurs. Je suis toujours disponible pour eux. Sur le leadership en tant que tel du dirigeant, on a l'impression quand on t'écoute que c'est, très clair, très construit, qu'il y a pas eu de moment, enfin de doute ou, est-ce que c'est une de tes qualités? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que ça a évolué dans le temps avec, la maturité, avec l'expérience? Ah forcément, ça a évolué parce que dans ce chemin que j'ai parcouru, que je vais encore parcourir, j'ai toujours travaillé sur moi. C'est-à-dire, je me suis toujours fait bien accompagner, je me suis toujours remise en question et je vais encore le faire, aujourd'hui pour demain et forcément, je suis pas la personne, que j'étais il y a 20 ans. Je me souviens encore quand j'ai démarré chez Publicis, j'étais, très impatiente, je voulais, que tout aille vite, et avec le temps, j'ai appris à être un peu plus douce, on va dire, un peu plus, gentle comme diraient les Américains, avec moi déjà et avec les autres. Parce que forcément, tout va pas forcément toujours comme on veut du premier coup sur des roulettes et finalement, j'ai appris à me dire et c'est un de mes slogans, hein, c'est: «Mauvaise chance, bonne chance». Si ça va pas toujours du premier coup, il y a forcément une bonne chance. Donc utilise cette, mauvaise chance pour faire mieux. Utilise cette difficulté pour en faire une opportunité. Utilise le fait que, bah, cette personne, ça aille pas forcément comment tu le voudrais. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter pour faire les choses différemment? Peut-être c'est toi qui t'y es mal prise avec cette personne. Comment toi tu peux changer pour faire évoluer les choses positivement? Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on changeait pas les autres,
Il y a que soi qu'on peut changer. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, moi, j'espère me bonifier avec le temps. En tout cas, je suis moins impatiente, je suis plus dans l'acceptation de ce qui arrive. Par contre, quand je dis je suis moins impatiente, c'est parce que je suis plutôt une hyperactive. Je suis toujours, orientée résultat de la manière la plus rapide possible, hein. Ça, on va pas me changer et heureusement, j'allais dire. Je dis tout souvent à mes salariés: «Il faut se bouger le chouchou», je suis plutôt à les pousser dans les retranchements et à réduire les timings, à aller vite. Mais peut-être de manière un peu différente. C'est-à-dire en essayant de toujours, mettre les bonnes personnes au bon endroit, de pas mettre les gens en difficulté. Voilà, je pense que je le fais moins en forcing. Tu es finalement engagée sur beaucoup de fronts, beaucoup de sujets. Ton rôle de dirigeante, le combat pour les ETI, le combat pour la place des femmes. Je te laisserai nous dire là aussi ta vision sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est le rôle du dirigeant aujourd'hui? Tu vois, moi, si je te fais part d'une réflexion, je pense réellement que finalement, tous ces sujets de contribution au débat public, de contribution dans diverses instances patronales, dans différents mouvements de discussion avec les pouvoirs publics. C'est à la fois très important pour donner du sens aux collaborateurs, enfin, et leur montrer l'impact qu'on a et la contribution plus globale que l'on a dans la société que simplement faire ce que l'on fait. Et que ça met en place un cercle vertueux qui permet au final aussi de servir le business et donc de servir les collaborateurs, et que donc finalement l'entreprise doit être politique dans un sens et engagée. Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu l'as fait par combat personnel sur des sujets, ou c'est quand tu es devenue vraiment CEO, je parle du moment où tu es passée de directrice générale déléguée à directrice générale, est-ce que tu avais prévu ça en te disant, moi en tant que directrice générale, je dois faire ces choses-là, et c'est une responsabilité de dirigeant? Pas du tout. En fait, tout ça s'est fait, entre guillemets, «par hasard». Si on prend le sujet des femmes, en fait, à un moment donné, j'ai intégré une nouvelle personne dans mon équipe. Avant, elle était dirigée par un homme, elle a toujours été dirigée par des hommes dans l'entreprise. Et puis, il s'est avéré, quand j'étais directrice générale déléguée, elle est venue rejoindre mon équipe. Et au bout d'un petit moment, elle est venue me voir et elle m'a dit: «Écoute, je fais partie d'un réseau de femmes. Est-ce que tu pourrais venir intervenir pour parler de ton type de management au féminin?» Donc là, je suis été interpellée, je lui dis: «Ah bon? Parce que j'ai Qu'est-ce un que c'est? management au féminin?» Je savais pas et je lui ai dit: Mmh. «Bah, écoute», c'était avant l'été, j'ai dit: «Bah oui, allez, je veux bien». Puis après l'été, je me suis dit: «Mais tu es folle, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as management au féminin?» Et donc je réfléchissais, puis j'étais, en vacances avec mes enfants, puis mon petit dernier, Valentin, il avait 6 ans, puis il jouait avec ses Playmobil. Et puis il me dit: «Maman, j'ai une question, je trouve pas de Playmobil, femmes». Je lui dis: «Mais si, Valentin, va voir dans les caisses de ta sœur de Playmobil, tu vas bien trouver des femmes». Puis hop, je l'entends, j'entends le bruit des Playmobil dans les caisses, puis il revient et puis il me montre une figurine. Il dit: «Bah maman, j'en ai trouvé une, juste une, et c'est une fermière». «Ah bon? OK», et donc ça l'a interpellé. Il me dit: «Tu te rends compte? J'en ai qu'une, c'est une fermière». Donc c'est vrai qu'il avait pas la femme pompier, la femme, chef d'entreprise, ou la femme, que sais-je, autre chose. Et donc je lui dis: «Bah, merci Valentin». Parce que je dis: «Bah, j'ai le début de ma conférence. Je vais commencer ma conférence comme ça». Si même Playmobil ne met pas de femmes dans ses Playmobil, c'est quand même un sujet. Alors, il faut dire que les Playmobil, ma fille est née, elle a 27 ans, donc ça datait un peu. Depuis, je me suis renseignée, il y a beaucoup de femmes, Playmobil dans les Ouais, Playmobil. les choses ont Mais bon, évolué. ils ont un peu évolué aussi. Et donc, quand je suis allée à cette conférence, je m'étais jamais dit: «Je vais en faire un sujet pour moi». J'y avais pas pensé. Et à la conférence, ma collaboratrice a introduit la conférence en disant: «Valérie est devenue ma chef, j'avais des a priori», et elle me dit: «Bah, en fait, c'est super d'être managée par Valérie, c'est super d'être managée par une femme, et elle va vous dire, comment elle fait». Donc voilà, et donc je me suis lancée et moi j'ai dit: «Mais moi je fais rien d'exceptionnel. Je vais vous dire comment je le fais humblement, mais je pourrais être un homme». C'est-à-dire, pour moi, il y a pas manager au féminin, manager au masculin. Il y a manager en donnant du sens aux collaborateurs, en aidant les collaborateurs et en suivant, ce que j'ai appelé le schéma tête, cœur, corps. Pourquoi on fait les choses? Comment on les fait? Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et moi, j'ai dit: «C'est ce qui m'anime. Chaque fois que je vais voir un collaborateur, je vais l'aider à voir pourquoi il est là,
comment il veut s'y prendre et en quoi je peux l'aider concrètement. C'est ça ma recette. Un homme peut le faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ont lu mon livre, parce que dans mon livre Wonder Women, dites oui à vos pouvoirs, c'est ça, j'explique cette démarche de tête, de cœur et de corps. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis j'ai fait une conférence. Et après, il y avait 45 femmes. Et les 45 femmes ont parlé de la conférence. Et après, je n'arrêtais pas d'être appelée. Et puis, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4, j'en ai fait 5. Puis au bout d'un moment, Christian Boiron me dit, mais Valérie, arrête de faire des conférences. Tu as besoin d'être à nos côtés dans l'entreprise. Tu vas pas tout le temps faire des conférences. Et donc, c'est là que j'ai dit, toutes les conférences, j'avais tout écrit ce que je voulais dire. J'ai dit, je vais le mettre dans un livre. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai écrit le livre. Et finalement, c'est en faisant les conférences que je me suis rendu compte que les femmes avaient besoin d'aide. Mais je m'en étais pas rendu compte parce que moi, je m'en étais pas rendu compte dans ma carrière. J'avançais tête baissée, la tête dans le guidon. Et chaque difficulté, pour moi, était une opportunité de me remettre en question, de faire différemment, etc. Donc, j'avais pas vu. Et puis, avec Christian Boiron, j'avais pas eu ce plafond de verre. Parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a eu beaucoup de femmes dans son équipe. Donc, il n'y avait pas ce sujet dans l'entreprise. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet en dehors de l'entreprise. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est décanté. Et sur le sujet des ETI, qui est un deuxième sujet sur lequel je me suis impliquée il y a 2-3 ans, c'est pareil. J'ai vu le sujet de la problématique des ETI quand j'ai moi-même été confrontée au problème avec la ministre de la Santé. J'ai tapé aux différentes portes et j'ai pas eu d'aide. Je me suis dit, mais c'est dramatique. On est une ETI et on n'est pas aidé. Et quand le club ETI Île-de-France est venu nous rencontrer à Lyon, j'ai dit, mais je comprends pourquoi vous êtes créé, je comprends pourquoi vous voulez et vous entraider et aider les ETI, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Et moi-même, j'ai été confrontée à ça. Et comme je suis quelqu'un qui aime aider les autres, j'ai dit, attends, moi, ok, je veux m'impliquer là-dedans parce que ce que j'ai vécu, j'espère bien que d'autres entreprises ne vont pas le vivre. Et si je peux aider, je vais aider. Et c'est comme ça que j'ai proposé de co-animer ce club des ETI en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, tu vois, c'était pas la volonté d'être quelque chose ou quelqu'un ou d'agir. C'est finalement, par effet de circonstance, c'était une conséquence de ce que j'ai vécu. Oui, une conséquence des expériences qui t'a amené sur ces sujets. Mais si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'entreprise est politique et que tous les dirigeants d'entreprise doivent s'engager en fonction de leurs aspérités, de leur sujet, de leur business? Je pense que quand tu es CEO, déjà, c'est que tu atteins un certain niveau de pouvoir. Et pas le pouvoir, dire, oh là là, je suis contente, j'ai des barrettes et tout. Non, le pouvoir de faire des choses. Le pouvoir d'influencer les choses. Donc, on a ce pouvoir d'influencer nos entreprises. Et donc, je pense qu'il faut qu'on l'utilise, cette capacité à utiliser ce pouvoir d'influence pour faire bouger les lignes d'autres choses. Et si on le fait pas en tant que dirigeant, qui va le faire? Alors oui, il y a les syndicats, oui, il y a même les salariés qui peuvent parfois aider avec des associations. Mais je pense qu'en tant que dirigeant, on a, en fonction de nos caractères, en fonction de nos compétences, parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences en tant que dirigeant, on peut amener notre pierre à l'édifice et aller, j'allais dire, un peu secouer les lignes et interpeller nos dirigeants politiques pour faire bouger les choses. Pour les clubs ETI, on doit travailler main dans la main avec Bercy ou avec notre président. Il y a le mouvement Étincelle en ce moment, donc je trouve que c'est quelque chose de positif pour les entreprises. Il faut savoir que les ETI allemandes, déjà, il y en a 2 fois plus et elles sont énormément aidées par le gouvernement allemand. Moi, je souhaite qu'on prenne cet exemple et que nos ETI françaises soient accompagnées aussi. Mais moi, j'avais fait cette démarche-là en estimant qu'on était une ETI française et que donc on avait les mêmes combats. Moi, je suis très porté sur les sujets de croissance des PME, et là où je m'implique le plus dans le métier, c'est sur ce sujet de croissance des PME pour qu'on ait plus d'ETI. Et on pose souvent la question, mais pourquoi faire de la croissance? Même mes propres collaborateurs, tu vois, nous on a un plan stratégique qui était de doubler de taille dans les 5 ans. Il y a un débat quand même de société aujourd'hui avec la durabilité sur la croissance des entreprises. Pourquoi faire de la croissance? Est-ce que c'est encore raisonnable d'avoir des objectifs de croissance? Moi, j'ai cette conviction que la croissance, elle est indispensable. Une entreprise qui fait pas de croissance, c'est une entreprise qui est malade, et qu'on a besoin d'avoir des entreprises qui soient fortes, qui rayonnent à l'international, et que donc on a besoin d'avoir plus de TI en France. Quelle lecture tu portes sur ces débats aujourd'hui, toi, en tant que dirigeante? Alors,
C'est toujours pareil. Quel est le sens de cette croissance? C'est ça, la clé. Pourquoi faire de la croissance? En fait, je vais te donner l'exemple des ETI Auvergne-Rhône-Alpes que je connais bien. Si je te dis qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 500 ETI, qu'elles embauchent 70 000 collaborateurs, elles pèsent 15 milliards d'euros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes et les femmes. C'est les Français, les Françaises. C'est mes collaborateurs. Tu crois que ça m'a fait plaisir de licencier 512 Mmh. personnes? Bon, bah demain, si je suis en croissance, je vais réembaucher des personnes. Ça veut dire combien de foyers? Parce que j'ai licencié 512, mais il y en a combien qui ont été touchés? Sans doute 2000, parce que c'est des foyers avec des enfants. Donc demain, aider nos ETI, bah, c'est aider les personnes à avoir des emplois, c'est aider d'autres entreprises, parce que forcément, si je suis en croissance, eh bien, je vais plus utiliser mes fournisseurs, je vais, prendre plus de plantes, je vais prendre plus de matières et cetera. Mais du coup, je vais aussi aider d'autres entreprises. J'aurais de Donc l'impact. voilà, et après, j'ai de l'énergie, parce que la croissance, c'est de l'énergie financière. Alors la crise de l'énergie, c'est une même crise. Si tu as pas d'argent, tu as une crise de l'énergie, hein. Tu as pas d'eau, tu as pas Mmh. d'électricité, tu as Si une t'as pas crise. d'énergie, t'as pas Tu de as pas croissance. d'énergie, tu as Mmh. pas de croissance. Mmh. Donc si tu as de l'énergie financière, eh ben, tu vas l'investir. Tu vas l'investir, bah, pour tes collaborateurs. Nous, on l'investit dans l'entreprise aussi. On va investir, pour aider, accompagner nos salariés, parce qu'on est une entreprise avec 32 accords, hein. Bon, bah, faut les financer, les accords. Le dernier, là, il est sur la solidarité. C'est ni plus ni moins que ça. Donc moi, je vois positivement la croissance, parce que on en fait quelque chose de positif, pour nos salariés. On en fait quelque chose de positif pour aider l'environnement. Nous, on a décidé de mettre 11 000 m² d'ombrières, et pour, donc avoir une électricité, que l'on va fabriquer nous-mêmes. Bon, bah, ça, il faut bien investir. Bah, si on n'a pas d'énergie pour investir, on n'aura pas l'énergie, pour, faire tourner nos machines. Tu vois? Donc cette énergie-là, elle doit être utilisée à bon escient. Et nous, on n'est pas dans une entreprise où voilà, on va distribuer des dividendes pour des dividendes. On va, avoir une saine répartition pour que les collaborateurs et l'entreprise puissent continuer à se développer et à faire mieux les choses. Et franchement, je pense que mes collègues, sont dans la même trempe, j'allais dire, et je vois tous les patrons d'ETI comme ils se battent pour leurs salariés, pour les emplois, pour les formations aussi. Je vais donner un autre exemple. Là, le Premier ministre, Monsieur Attal, a décidé de faire les stages pour les secondes. Ben, c'est pas évident. Moi, j'en vois des parents qui me disent: «Comment on va faire, pour leur trouver un stage?» Et ben, là encore, c'est bien les entreprises qui vont, ouvrir leurs portes. Avec ma DRH, on a fait tout un système pour ouvrir au maximum nos portes pour accueillir les secondes. Et donc, bah, si on n'est pas en croissance, si on n'a pas la santé, si on n'est pas en santé dans nos entreprises, comment on va accueillir? C'est tout bête. Mais voilà, pour moi, une entreprise qui va bien, une entreprise qui se développe bien, elle peut faire plein de choses. Et là, en l'occurrence, eh bien, on peut répondre présent en région Auvergne-Rhône-Alpes avec nos ETI pour accueillir, nos petits lycéens, et c'est important pour eux. Je parlais de l'ensemble de tes combats. Comment tu gères tout ça, en fait? Comment est-ce que tu arrives à gérer à la fois l'ensemble de tes combats et tes implications dans l'ensemble de ces mouvements et finalement, ta vie privée là, dans tout ça? À quoi ressemble ton agenda et est-ce que tu arrives à te garder des moments de décompression? Alors j'ai appris justement à faire ça, et j'avoue que c'est pas toujours été simple, hein, dans ma carrière, de gérer tout ça. On dit souvent, en tant que dirigeant, faut être bien entouré, hein, faut être bien entouré. Moi, j'ai un codir, que j'ai choisi, et j'ai plaisir à travailler avec mes équipes, et ça déjà, ça m'aide beaucoup. Quand tu sais que tu peux t'appuyer sur tes collaborateurs, c'est essentiel. Ouais, à titre privé, c'est pareil, dans ma carrière, et je le dis toujours, surtout à des femmes, faut être accompagné. Hein, moi, j'ai eu des super, employés de maison, des super nounous, des super parents aussi qui m'ont aidée, et il faut pas hésiter à demander de l'aide. 99% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. Donc, faut pas hésiter à demander, dire: «Papa, maman, nounou, est-ce que vous pouvez m'aider?» et cetera, et faire en sorte que tes enfants soient bien, alors que tu es obligé d'aller, tu vois, bah, faire coulisses de CEO, et en même temps, faire en sorte que tes enfants soient bien. Voilà, donc je pense qu'il faut déjà, accepter de déléguer dans l'entreprise, accepter de déléguer
en dehors de l'entreprise, donc pour sa vie personnelle, hein, pas forcément vouloir tout faire et également, s'occuper de soi. Manager les autres, c'est déjà se manager soi et avoir un équilibre, de vie, qui vous correspond. Alors moi, je peux te donner mon exemple. Moi, ce qui m'équilibre parce que je suis une hyperactive, donc c'est sûr que mes enfants me disent toujours: «On parle des enfants hyperactifs, à un moment donné, il faudrait parler des parents hyperactifs». Donc moi, j'en fais partie des parents hyperactifs, mais du coup, j'essaie de canaliser, cette énergie pour pas épuiser, tout le monde et du coup, je prends du temps pour moi. Tous les jours, j'ai un rituel où je vais prendre du temps pour faire, un sport, même si c'est une demi heure de marche, un peu de pilates, voilà. Donc tous les jours, je vais avoir ce temps pour moi qui me permet d'être bien dans mon corps. Parce qu'être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête et ça, c'est vraiment un conseil que je donne souvent de bien s'occuper de soi. Parce qu'après, on est disponible aux autres. Puis j'ai la chance d'avoir un mari qui est extrêmement sportif et qui est un peu mon coach. Donc je fais beaucoup de sport, en famille et la montagne, la nature est très ressourçante pour moi et je passe beaucoup de temps, à faire du vélo, à faire du ski, quand tu as fait 2 heures de VTT ou 2 heures de ski de Ouais. fond, bah, c'est sûr qu'après tu es déjà un peu calmé et tu vois les choses différemment. Parce que quand je fais du sport, bah, forcément tu t'oxygènes et là, c'est là où j'ai plein d'idées. Ou tu vois, je vais nager 1 heure par exemple et bah, pendant l'heure de natation, je peux te dire que là, j'ai toutes les idées qui se mettent en place et Mmh. je trouve plein de solutions dans ces moments-là. C'est pas forcément dans l'entreprise que tu trouves les solutions. Je partage une histoire personnelle, mais je fais énormément de sport, du triathlon, de l'alpinisme et donc j'essaie de m'entraîner, entre 10 et 12 heures par semaine. Et j'ai souvent des questions de comment tu arrives à faire autant de sport. Et souvent ma réponse c'est: «Mais vous n'imaginez pas à quel point je travaille en courant». Justement parce que, sur ces sports-là, tu es toujours en train de réfléchir, de phosphorer et donc, typiquement si j'ai une problématique que j'arrive pas à gérer, où j'ai pas une réponse, où je trouve pas la solution, je pars courir et je reviens avec une solution. Mmh. Ça a cet effet-là, en fait. Ouais. Parfois, on passe un peu pour, effectivement des hyperactifs à faire ça en se disant: «Mais pourquoi se faire ça?» Mais effectivement, ça permet de te sentir bien à la fois dans Ouais. ton corps, dans ta tête et puis, finalement de trouver des solutions et donc malgré tout d'être toujours là, Ouais. mais par contre tu déconnectes pas. Alors oui et non, parce que tu as raison, quand on est CEO, j'ai l'impression qu'on est CEO jour et nuit, Ouais. quoi. Même avec sa famille. Alors nous, des fois, les enfants, ils nous demandent de débrancher. En plus, mon mari il travaille avec moi, donc c'est pas toujours évident, parce qu'on va pouvoir, parler des problématiques. Alors, c'est vrai que des fois, les enfants, ils entendent des choses, et ils disent: «Oh là là, arrêtez un peu avec le travail» et en même temps, plus les enfants grandissent, plus ils participent et c'est vrai qu'il y a pas souvent de moments de vraie déconnexion, sauf justement quand moi je suis, à la montagne, en ski de randonnée, dans des sports qui nécessitent de faire attention, et du coup de se concentrer Mmh. finalement sur autre chose que des problématiques, J'ai eu, Loïc Soubeyran, le fondateur de Swile sur le podcast et à la question, équilibre vie pro, vie perso, il a répondu quelque chose que je trouvais intéressant, qui est de dire: «Non, j'oppose plus vie pro, vie perso». Parce que de toute manière, bah, voilà, je suis CEO et je le mmh, suis, tout le temps. Maintenant, j'oppose, vie pro, vie privée. Effectivement, je me conserve une vie privée, mes enfants, mes amis, mais malgré tout, je suis CEO, donc je suis CEO toute la journée, également le soir et le week-end, quoi. tout à fait. Est-ce que tu as des regrets sur certaines choses? Déjà, est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a des choses où tu te dis, «J'ai mal fait les choses et aujourd'hui, avec l'expérience acquise, je le ferai différemment»? Et est-ce que tu as des Alors, regrets de j'ai dirigeant? forcément fait des erreurs et heureusement, j'ai fait des erreurs. En fait, c'est bien de faire des erreurs parce que quand on fait des erreurs, on progresse. Donc je vais pas, regretter certaines erreurs et j'en fais encore aujourd'hui, hein, ou des maladresses et cetera et oui, j'en tire des choses, j'en tire des fruits, et j'en ai tiré un slogan que j'utilise tous les jours, c'est: «Respirer, réfléchir, réagir, uniquement dans cet ordre». En fait, quand j'ai fait des erreurs, c'est que souvent j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas pris le temps de mesurer, les conséquences de mots, d'actes, de situations et donc depuis un moment, hein, je me dis, «Ne confonds pas vitesse et précipitation». Je pense si je prends, la vue d'hélicoptère, c'est ça, c'est de dire le fait de vouloir aller vite, d'être un peu pressé des fois, ben on peut faire des erreurs et ce que je retiens de ça, c'est de prendre le temps de réfléchir intelligemment.
Et pour réfléchir intelligemment, il faut respirer. C'est comme quand tu fais du sport, si tu fais ton triathlon et que tu respires pas, tu vas pas y arriver. Et ben, moi, je pense que diriger une entreprise, c'est comme faire un marathon ou faire un triathlon, il faut prendre le temps de respirer. Parce que sinon tu vas peut-être rater une marche, quand tu vas courir, Mmh. rater quelque chose et ça sera dommage. Comment est-ce que tu progresses? Est-ce que tu te formes encore aujourd'hui et est-ce que tu as encore besoin de progresser? Alors toujours, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'on a toujours besoin de progresser. Donc oui, je suis accompagnée, oui, je me fais accompagner par une coach canadienne Mmh. et qui est super, qui a plein de techniques aussi, pour, tu vois, aller bien, démêler des situations parce que, comme je l'ai dit, manager l'entreprise, ça commence par se manager soi. Donc oui, moi je me fais accompagner et puis je m'observe aussi, j'allais dire. J'ai appris ça à faire, un peu le soir, à me dire: «Bon alors qu'est-ce que tu as fait pour lequel, c'est super, tu continues à faire comme ça. Là, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire différemment?» Je prends le temps, oui, de faire, des arrêts comme ça sur image et de réfléchir à ce que je peux faire différemment. Il y a des dirigeants qui t'inspirent? Alors forcément, j'aime bien écouter des dirigeants ou écouter des podcasts avec d'autres dirigeants parce que ça m'inspire sur plein de plans, sur, la résilience, comment ils font, dans des périodes, difficiles, parce que moi j'en ai vécu et je peux en vivre d'autres. Pendant la période Covid, j'avais été vraiment inspirée par les dirigeants qui s'étaient associés pour faire les respirateurs. Je sais pas si tu te Mmh. souviens de ça, on manquait de Ouais. respirateurs, il y avait 2 sociétés, c'est Airbus et je sais plus lequel autre entreprise, qui s'étaient associés. Donc typiquement, ça m'avait inspirée, hein. Donc oui, je m'inspire, des autres. Dans ma région, par exemple, j'écoute souvent le patron de Michelin qui m'inspire, puis des autres dirigeants, on se rencontre souvent entre dirigeants avec le club des ETI et j'écoute à 2000 ce qu'ils disent sur leur façon de faire, parce qu'il y a toujours quelque chose, qui va m'inspirer. Par exemple, j'ai fait un petit déjeuner avec le club la semaine dernière et je leur ai dit, vous allez, si vous voulez bien, partager un succès ou une difficulté du moment ou un besoin du moment. Et rien que ce tour de table avec, le succès, de certains, les problématiques d'autres, c'était inspirant pour moi et c'était inspirant pour les autres. Donc je trouve que le partage entre dirigeants est très nourrissant. Tu pas eu le sentiment quand tu as pris ces fonctions, justement sur la question de la solitude, que ton rapport aux autres changeait? Qu'à partir du moment où tu étais dirigeant, d'une entreprise, tu as énormément d'amis, de nouveaux amis, heu, souvent très vite pour, te pitcher quelque chose, te vendre quelque chose. Quel est l'endroit où tu trouves un partage et où tu peux réellement te livrer sur tes difficultés, tes doutes, mais de façon, entre guillemets «bienveillante», sans jugement? Tu pas eu le sentiment que c'était difficile de trouver des lieux, des lieux comme ça? Pas vraiment, non, en fait, alors ce que tu décris sur, tu as plus d'amis, certainement, mais en fait, ça je m'en suis pas, ni préoccupée, ni, questionnée parce que aussi, je pense, j'étais dans une situation très difficile avec plusieurs crises à gérer en même temps. Donc si tu veux, j'avais pas non plus trop le temps de me poser, ce genre de questions. Peut-être plus maintenant où on est un peu sorti d'affaires, où j'ai d'autres types de problématiques, mais elles sont moins, difficiles qu'il y a quelques années. Après, moi, comme je te l'ai dit, je travaille avec mon mari, donc déjà, j'ai cette, je sais pas si c'est une chance parce que des fois c'est difficile Mmh. justement de partager tout ça, mais ça me permet de voilà, d'avoir lui ses problématiques et puis il voit parfois les miennes, donc de pouvoir en parler. Et également, d'avoir d'autres amis chefs d'entreprise. Ça aide aussi pour pouvoir, partager, ses difficultés. Puis moi, j'ai des enfants qui ont toujours été très impliqués, dans ma vie, de tous les jours, hein, parce que forcément j'ai eu très vite, des postes à responsabilité Et tu et parles de ça avec eux? alors oui, Ouais. ça m'arrive ou eux m'en parlent.
Eux m'en parlent parce que des fois, c'est eux qui voient certaines choses dans la presse et j'ai des enfants qui sont connectés. J'ai 2 enfants qui sont kinésithérapeutes, donc déjà qui sont dans des professions de santé et donc forcément, ils sont, très à l'écoute, de tout ce qui a trait à la santé et de tout ce qui a trait à c'est des entrepreneurs aussi dans l'âme, le petit dernier aussi et donc on partage des choses en famille. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ton parcours et ta vision. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour les laboratoires Boiron et pour l'ensemble des causes que tu portes. Merci encore et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Valérie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.